Alors, en attendant que ce soit l'heure, il nous reste 1 ou 2 minutes pour ceux qui arrivent. Je vais vous annoncer les 2 prochaines conférences. En fait, la suivante, la prochaine manifestation n'est pas une conférence, mais le 27 septembre, c'est la Nuit du chercheur. Et c'est l'occasion, notamment pour les jeunes, qui se posent des questions sur leur avenir, sur ce qu'ils auraient envie de faire, de les passionner au métier de la science et de la technologie. Et au départ, il y a un spectacle qui est ouvert à tous. Ensuite, il y a un buffet qui vous est offert. Et puis ensuite, il y a ce qu'on appelle du speed dating. Et en fait, ceux qui veulent rencontrer, et il y aura toute une différentes variétés de thésards, de jeunes chercheurs, dans tous les domaines, la biologie, la physique, la chimie, etc., qui seront là pour répondre à vos questions. Donc, je vous encourage à participer à cette Nuit du chercheur. Et puis ensuite, la prochaine conférence, qui normalement est le 2e jeudi du mois, exceptionnellement sera un mercredi, le mercredi 9 octobre. Et nous aurons la joie d'accueillir Étienne Klein pour nous parler de cosmologie, du boson de Higgs, etc. Donc, un sujet passionnant parce que c'est un vulgarisateur qui peut nous parler de sujets compliqués d'une manière accessible et je vous encourage à y venir. Voilà. Et puis, du coup, ça nous amène... C'est en plein cœur de la fête de la science, donc voilà, c'est une période où pendant une semaine, le Visiatome aura plein d'activités. Et ça nous amène à 18h où j'ai la joie d'accueillir Jean Flucher qui a bien voulu venir de Lyon pour nous parler de la transition énergétique avec un regard très libre que j'aime beaucoup. Moi, j'ai beaucoup lu ses articles et je suis très honoré qu'il ait pu venir ce soir parce que j'ai toujours trouvé que son analyse était extrêmement pertinente. Alors, Jean a fait toute sa carrière à EDF, il est ingénieur de Supélec. Il a commencé dans le charbon, dans les centrales à charbon. Donc, il a aussi une compétence sur le fossile. Puis, très vite, il est passé au nucléaire parce qu'il a travaillé à la construction de Fessenheim. Donc, vous comprendrez pourquoi il n'est pas tellement favorable à une fermeture prématurée. Et puis ensuite, il a été directeur d'un centre de production nucléaire du Bugey, avant de finir sa carrière comme patron d'EDF de la région Rhône-Alpes. Voilà, donc une carrière bien remplie et une expérience dans le domaine de l'énergie qui le donne vraiment toute la compétence qu'il faut pour nous parler de la transition énergétique. À vous, Jean. Merci. Merci. Alors, je remplace, je crois, Caroline Bernard qui devait vous parler de la sûreté nucléaire après Fukushima et qui n'a pas pu se libérer ce soir, mais je crois que c'est partie remise. En tout cas, elle a un topo qui est très intéressant à suivre. Donc, le jour où elle le fera, je vous invite à venir le suivre et vous verrez la distance qui a été parcourue en termes de retour d'expérience déjà dans les centrales nucléaires françaises pour la prise en compte de la sécurité après l'accident de Fukushima. Alors moi, je vais vous présenter quelque chose que je connais mieux, qui est la transition énergétique, mais la transition énergétique telle que je la vois, avec une connaissance de l'énergie qui n'est pas une connaissance, je dirais, idéologique, mais qui est une connaissance pratique de l'énergie. Alors j'ai pris comme page de garde un tableau de Peter Bruegel l'Ancien qui illustre la parabole de l'Évangile où il y a un aveugle qui dirige les aveugles. Donc je pense que dans le débat sur la transition énergétique, on a été tout à fait dans cette situation. L'aveugle en chef, c'était l'ADEME, suivi de Négawatt, etc. Et il n'y a pas eu grand monde pour y voir clair sur cette affaire-là. Alors, quand on parle d'énergie, je suis désolé, il faut parler de chiffres. L'énergie, ce n'est pas de la philosophie, ce sont des chiffres, ce sont des choses. Et il faut regarder où on est, là où on va aller et comment on peut faire pour y aller. Alors, où on en est ? Bon, j'ai pris les chiffres qui me sont donnés par le Commissariat général de l'environnement et du développement durable. Donc, vous les avez sur Internet. Ce sont les chiffres de la statistique nationale. En 2011, la consommation d'énergie en France a été de 266 millions de tonnes équivalent pétrole. On transforme toutes les énergies en millions de tonnes équivalent pétrole pour pouvoir les additionner. C'est simple, sinon on ne sait pas additionner du charbon et de l'uranium naturel. Mais si on regarde les combustibles dits fossiles, c'est-à-dire le charbon, le gaz et le pétrole, on est à la moitié, exactement à la moitié, 133. Si on regarde l'électricité primaire et l'électricité
primaire nucléaire et renouvelable, et puis les énergies renouvelables thermiques, on est aussi à 133, avec, pour le nucléaire, 110 millions de tonnes équivalent pétrole. Je parle là en énergie primaire, c'est-à-dire on n'a pas transformé cette énergie en énergie finale utilisable par les gens. Donc vous voyez que la question qui a été 100 fois rebattue sur le débat sur l'énergie, c'est la place de l'électricité et la place du nucléaire dans l'électricité. Le débat sur l'énergie, c'est pas du tout ça. C'est la place du fossile et la place du reste. Et c'est là-dessus qu'il faut discuter. Donc après, on va voir comment tout ça, ça a évolué en France. Alors, l'évolution, elle est simple. Vous voyez, le bleu en bas, c'est le gaz naturel. C'est le charbon, pardon. Le violet, c'est plutôt violet. Le charbon, bon, vous voyez que ça baisse régulièrement. Derrière, on a le pétrole, qui est ici. Ensuite, on a le gaz naturel qui est allé en augmentant. L'électricité primaire, c'est-à-dire la partie essentiellement nucléaire, qui a pris une place de plus en plus grande après les premiers chocs pétroliers qui ont eu lieu en 75 et 80. Et puis, au-dessus, on a les énergies renouvelables thermiques et les déchets. Donc, vous voyez à peu près comment tout ça, ça a pu évoluer dans le temps. Et contrairement à ce que dit un député qui parle d'énergie, le nucléaire a permis d'économiser beaucoup de pétrole. Sinon, on aurait beaucoup plus de pétrole en termes de consommation énergétique. Les renouvelables. Alors, les renouvelables, là, je vous ai fait un camembert qu'on trouve aussi sur le commissariat général à l'énergie et au développement durable, où vous avez tous les renouvelables. Donc, le plus gros apport en matière de renouvelables, c'est le bois énergie, qui fait en gros 9 millions de tonnes équivalent pétrole. L'hydraulique, c'est 3,9 millions de tonnes équivalent pétrole, mais l'année 2011 qui a été prise comme référence est une très mauvaise année. C'est une année de très mauvaise hydraulicité. D'habitude, l'hydraulique, c'est autour de 5 millions de tonnes équivalent pétrole. Les biocarburants, 2 millions de tonnes équivalent pétrole. Les pompes à chaleur, 1,3 million de tonnes équivalent pétrole. Et les autres, 3,3. Les pompes à chaleur, petit commentaire, on ne compte en énergie renouvelable que la part qui dépasse les 100% de rendement par rapport à l'énergie électrique qui a été consommée. C'est ça qu'on appelle l'énergie renouvelable apportée par une pompe à chaleur. Alors dans les autres, il y a la valorisation des déchets urbains. Sur les 3,3, ça fait 1,3. Il y a ensuite l'éolien qui fait 1,1. Il y a le biogaz, 0,3. Les résidus agricoles, 0,3. Le solaire thermique et photovoltaïque, on ne les a pas séparés, ça fait 0,2. Et la géothermie, 0,1. Donc vous voyez que l'éolien plus le photovoltaïque, en mettant tout en photovoltaïque, ça fait 1,3 million de tonnes équivalent pétrole sur 266 millions de tonnes équivalent pétrole. Donc vous voyez qu'on a focalisé le débat sur l'éolien et le photovoltaïque, alors que ça ne représente rien. C'est ça le vrai problème. Maintenant, tout ça, est-ce qu'il y a une relation entre la croissance économique et la croissance de consommation énergie primaire? Eh bien, on constate que dans tous les pays du monde, quand il y a une croissance de la consommation énergétique, il y a une croissance de l'économie. Ou dit autrement, quand on a une croissance économique du PIB, qu'on mesure en PIB, on a une croissance de la consommation d'énergie primaire. Ça, c'est vrai partout. Il n'y a aucun pays au monde qui échappe à cette règle. Alors, cette règle, elle est relativement simple à expliquer. L'énergie, c'est une loi physique, c'est une grandeur physique qui sert à faire une transformation physique. C'est-à-dire que là, vous êtes assis sur des chaises, eh bien, il a fallu
dépenser de l'énergie pour faire le fauteuil, pour faire les armatures, etc. Donc, il a fallu de l'énergie. Moi, je suis sur une estrade, il a fallu de l'énergie pour la construire. J'utilise un micro, il y a de l'énergie électrique qui sert à amplifier ma voix. Donc, il y a une transformation. Et le PIB d'un pays, ce n'est rien d'autre que la somme de toutes les transformations. Donc, quand vous avez une croissance économique, vous avez une croissance de la consommation d'énergie. Si vous prenez le cas de pays de l'Est, comme la Pologne par exemple, dans les années 90, pendant à peu près une dizaine d'années, l'économie s'est effondrée complètement et la consommation d'énergie s'est effondrée également. Sitôt qu'en l'an 2000, la croissance de l'économie a repris, la consommation d'énergie a recommencé à croître. Ça a été vrai, et c'est ce qui fausse les données pour l'Allemagne. L'Allemagne a eu l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est qui se sont réunifiées. Et donc la chronique énergétique de l'Allemagne, jusqu'en l'an 2003, elle ne veut rien dire. Parce que tout ce qui était gaspillé à l'Est s'est arrêté, a été repris par des machines beaucoup plus performantes à l'Ouest, et donc on recommence à avoir une chronique énergétique en Allemagne qui est valide qu'à partir de 2003-2004. Avant, ça n'a aucune signification. Alors si vous prenez l'exemple français, c'est simple. En 2009, l'année où on a eu les conséquences les plus graves de la crise financière et économique, on a eu un PIB qui a décru de 3,1%. La consommation d'énergie a décru de 4,4%. Si vous prenez 2010, le PIB a cru de 1,7%, l'énergie a cru de 1,1%. Si vous prenez 2011, le PIB a cru de 1,7%, l'énergie a cru de 0,8%. Donc, vous avez forcément un lien. Le pays où le lien se rapproche le plus de 1, c'est la Suède actuellement, parce qu'elle fait des très très gros efforts d'isolation thermique et de très très gros efforts pour les pompes à chaleur. C'est le pays en Suède qui installe dans le monde le plus de pompes à chaleur par an, 100 000 pompes à chaleur par an pour 10 millions d'habitants. Donc vous voyez, la Suède se rapproche pratiquement de la neutralité. Mais on n'a pas inventé encore la croissance économique avec la décroissance énergétique. Ça, il n'y a que Negawatt qui l'a inventé. Mais oui, mais c'est important parce que si on fait des choix de décroissance d'énergie, on fera des choix de décroissance économique. Et c'est la volonté de Negawatt. Hein, c'est une idéologie verte, ça. Alors, regardez ça, c'est Jean Covici qui me l'a passé. Eh bien voilà, voilà le monde. Le monde où vous avez là-bas la croissance du PIB mondial, en ordonnée, et la croissance de l'énergie dans le monde. Donc vous pouvez dire, je consomme moins d'énergie par unité de PIB en France si vous délocalisez de la production manufacturière. Mais quand tout ça est agrégé au niveau mondial, eh bien vous avez cette courbe-là. Donc vous voyez bien qu'on ne peut pas avoir de croissance économique sans croissance d'énergie. Alors la facture du pétrole. Vous avez vu, la moitié de notre consommation d'énergie, c'est du pétrole, du gaz et du charbon. Si je fais simplement la somme de la dépense de pétrole et de gaz en 2011, ça a fait 65 milliards d'euros. Là, je n'ai pas pris le charbon parce que je n'avais pas le chiffre. Si je regarde la même année, le déficit de la balance des paiements est de 70 milliards d'euros. Donc vous voyez que, en gros, nos dépenses de combustibles fossiles sont à comparer au déficit de notre balance des paiements. Et ça représente 3% du PIB. Alors maintenant, on va regarder l'uranium naturel. L'uranium naturel, compte tenu qu'en France, on utilise du MOX, donc on réutilise du plutonium de retraitement,
mais on réutilise peu encore d'uranium de retraitement, ça va aller en augmentant, et en faisant les calculs que j'ai faits au moment où je les ai faits, le prix de l'uranium a baissé depuis, eh bien, on consomme en France en gros 8000 tonnes d'uranium par an. Ces 8000 tonnes d'uranium par an, pour faire 110 millions de tonnes équivalent pétrole, ça nous a coûté 700 millions d'euros, 0,7 milliards. C'est-à-dire en gros 100 fois moins que le charbon et que le pétrole. Et à côté de ça, alors le secteur électrique a exporté 2,4 milliards d'euros et le volume à stocker pour 8000 tonnes, c'est un volume de yellow cake dont la densité, la masse spécifique est de l'ordre de 10, c'est 800 mètres cubes. D'où l'idée qui est donnée souvent quand on dit on est indépendant vis-à-vis de l'uranium, tout simplement parce qu'on sait stocker en gros 10 ans d'uranium. Ça ne représente pas un coût énorme et 800 mètres cubes à stocker, on sait les stocker facilement, 8000 mètres cubes à stocker, on sait les stocker facilement. Donc on n'a pas un véritable problème, ni d'argent pour stocker de l'uranium, ni de volume de stockage. Alors maintenant, on va regarder ce que nous a coûté les électricités électriques, éoliennes et photovoltaïques. Eh bien, elles ont représenté 1,3 mégatep. Dans le bilan énergétique électrique, elles ont représenté 15 TWh. Vous verrez tout à l'heure que notre consommation intérieure d'électricité est de 480 milliards de kilowattheures et que ça nous a coûté en gros 5 milliards d'euros pour les consommateurs d'électricité. Donc là, on est à une valeur qui est 1000 fois supérieure à la tonne d'uranium naturel quand on repasse par les mégateps. Donc on est en train de dépenser des fortunes pour des fifrelins. Et ça, il faut bien le savoir. Alors, ça a une conséquence très grave. La conséquence est celle-là. Je vais la rapporter à votre ménage. Si dans votre ménage, à revenu constant, je vous dis demain, votre facture d'énergie est le double, eh bien, les dépenses que vous auriez faites ailleurs, et notamment si vous aviez des projets d'isolation thermique, eh bien, vous ne les faites pas. Vous ne pouvez plus les faire. Donc, vous voyez que l'argent qui est mis là, dans un pays où le PIB est stagnant, ce qui est notre cas, eh bien cet argent n'est pas mis dans l'isolation thermique. Or, l'isolation thermique, c'est vraiment une filière nationale, ce sont des emplois non délocalisables et ce sont des économies durables d'énergie. Donc, c'est ça le problème. Vous voyez, le président Hollande avait dit « Mon programme, c'est isoler 500 000 logements par an. » Si on veut isoler 500 000 logements par an en disant en gros l'aide d'État et la moitié du coût de l'isolation, ça nous amène à 7 milliards d'euros. Or, actuellement, l'aide que l'État prévoit pour l'isolation thermique dans le budget 2014, c'est 195 millions d'euros. Voilà, vous avez le résultat des courses. Alors, le pétrole. Pétrole, vous avez des savants. Moi je ne suis pas un spécialiste du pétrole. Il y a des spécialistes du pétrole qui contestent cette courbe. Cette courbe, elle est relativement ancienne, mais elle est peu contestée par les vrais spécialistes. Et dans les vrais spécialistes, je mets les gens de l'ASPO, j'ai mis les gens de l'IFP, etc. C'est le pic de consommation de pétrole. Vous voyez que le pétrole, c'est une quantité finie qui est en terre qu'on va extraire. Et quand il y a une loi mathématique qui explique que quand on extrait quelque chose qui est dans le sol, on va passer par un maximum, puis après on va descendre vers un minimum et puis vers zéro. Donc le pétrole, on a décalé progressivement cette verticale vers la droite, tout simplement parce que
les efforts que l'on a faits, les gains que l'on a faits en matière de récupération des pétroles en terre ont été importants. Mais là, maintenant, on touche un peu les limites de ces gains. Et on dit, en gros, entre 2010 et 2020, on est au pic de récupération de pétrole en terre. Donc du pétrole, il en restera. On est monté comme ça de 1900 à 2020, et puis on va redescendre vers 2100. Donc on voit que le pétrole ne va pas comme ça manquer subitement. Sauf que si je vous mettais en parallèle la croissance démographique du monde, vous verriez qu'aujourd'hui on est à 10 milliards, on est à 8 milliards, et que demain on sera à 12, à 13, 14 milliards. Donc la quantité de pétrole par tête d'habitant est en train de diminuer. Donc notre problème du pétrole, c'est un problème de disponibilité, c'est même pas un problème de coût. Si demain on nous enlève 20% de notre pétrole, c'est l'économie française qui s'arrête de marcher. Donc ça, il faut être très conscient là-dessus. Et le pic de pétrole, il est là. Alors, ça, c'est le chiffre qui est donné par l'ASPO, qui est régulièrement revu par les spécialistes de l'ASPO. Maintenant, j'ai un autre chiffre qui est donné par l'IFP. Je vous le montre, le voilà. Alors, c'est l'IFP, mais qui le prend sur la base de BP. Donc, vous voyez. Et que dit l'IFP ? Le monde a déjà consommé 1200 milliards de tonnes de pétrole. Les réserves prouvées restantes sont de 1500 milliards de tonnes en 2011. Voilà. Donc, vous voyez que entre la courbe qu'on a eue avant et ce que dit l'IFP, et ça, c'était l'IFP, le panorama de l'an dernier, sur les bases du rapport BP, qui est un rapport très complet, qui est fait toutes les années. Donc, les énergies fossiles sont des énergies qui vont aller en disparaissant. Je dirais, on pourrait dire à peu près la même chose pour le gaz. Pour l'évolution de la consommation d'électricité. Alors, la consommation d'électricité française était de 236 milliards de kilowattheures en 1979. Elle est passée à 350 milliards en 1990, à 441 milliards en 2000, à 507 milliards en 2010. Donc voilà un peu comment ça a évolué. Elle est passée à cette vitesse-là parce qu'elle a remplacé en grande partie du pétrole, et notamment du pétrole dans le chauffage des habitations, suite au choc pétrolier des années 75-80. Donc on a ici le tableau. Maintenant, après, on va voir un peu comment tout ça s'explique. Bon, voilà un exemple de l'évolution de la consommation des différents carburants. Voilà le thermique nucléaire qui prend la plus grosse part. La partie thermique classique qui était importante à l'époque et qui va en se réduisant, alors que, on constate en bas que l'hydraulique, ça dépend des années, ça dépend de l'hydraulicité moyenne d'une année, ça varie avec les pluies que l'on a dans l'année. Alors maintenant, comment on décompose cette quantité d'électricité ? La production brute en 2011 a été de 563 milliards de kilowattheures. Si je prends l'hydraulique, l'éolien, plus le photovoltaïque, ça fait 65 milliards de kilowattheures. Très mauvaise année pour l'hydraulique. Donc, une année normale, on devrait être plutôt entre 85 et 90 milliards de kilowattheures. Thermique nucléaire, 442 milliards. Ça a été au contraire en 2011 une très bonne année sur la disponibilité du nucléaire. Le thermique classique, qui joue un rôle énorme pour faire le bouclage de toutes les énergies, est à 55 milliards de kilowattheures. Donc, la production brute, c'est dont hydraulique, dont thermique nucléaire, dont classique, dont le reste. Le solde des échanges. Nous avons importé à tout instant l'énergie électrique, elle transite aux interconnexions. Il y en a qui rentrent, il y en a qui sortent.
Bon, et à la fin d'une année, on fait le bilan entre l'énergie qui est sortie et l'énergie qui est entrée. Et on a exporté 66 milliards de kilowattheures, on a importé, là j'aurais dû mettre un moins, on a importé 10 milliards de kilowattheures, donc le solde des échanges, on a exporté 56 milliards de kilowattheures vers pratiquement tous les pays d'Europe. La France exporte, à l'exception de l'Allemagne, on exporte pratiquement partout. Maintenant, il y a les consommations internes du système électrique lui-même. Vous avez des centrales qui servent à stocker l'énergie par pompage. Grand Maison, par exemple, dont vous avez entendu parler. Bon, ben, toute l'énergie de pompage, elle est là, c'est 7 milliards de kilowattheures. C'est énorme, hein? Et puis, vous avez la consommation de tous les auxiliaires des centrales pour qu'elles puissent marcher, c'est 27 milliards. Donc, la consommation intérieure brute de 472 milliards, c'est celle qui est collectée dans les compteurs des différents utilisateurs, mais à laquelle il faut ajouter, pour que le système marche, les 34 milliards qui sont là. Sinon, il n'y a pas d'électricité. Il faut ajouter le pompage, il faut ajouter des auxiliaires. Donc ça vous donne un chiffre qui tourne autour de 500 milliards de kilowattheures par an en France, plus les exportations. Et dans la situation actuelle, où tous les pays qui nous entourent commencent à commencent à avoir des grosses difficultés d'équilibre du système électrique, il vaut mieux être exportateur brut qu'être dépendant de ses voisins. Alors, ça c'est une courbe que j'ai extraite de RTE. RTE, c'est le transporteur qui a un très bon site et où on voit sur l'année, sur les 12 mois de l'année, la consommation, la production d'électricité sur les 12 mois de l'année. Alors, production d'électricité avec les exportations, les importations, etc. Le bleu, c'est le nucléaire. Le bleu clair ici, c'est l'hydraulique. Le vert, ici, c'est l'éolien. Le jaune que vous voyez apparaître de temps en temps, essentiellement l'été, ici, c'est le photovoltaïque. Plus, vous avez le gris foncé, c'est la partie combustible fossile. Et puis vous voyez qu'en 2012, au mois de février, on a eu un pic d'appels de courant important où on a été obligé de compenser l'absence de production française. On ne pouvait plus assumer la consommation. On a donc acheté du courant et c'est la partie rouge qui représente les importations. Donc vous voyez, là, ça vous donne le panorama complet d'une année, et c'est bien l'allure de l'année, c'est-à-dire que vous consommez plus d'électricité l'hiver, quand il fait nuit relativement tôt, quand il fait froid, que l'été, et puis vous recommencez l'automne vers l'hiver. Et donc vous voyez que le terme de bouclage est assuré essentiellement par la partie thermique classique et par la partie hydraulique également, parce que dans l'hydraulique, vous avez l'hydraulique au fil de l'eau, celle que vous connaissez, vous, sur le Rhône, mais il y a surtout l'hydraulique de barrage qui fait des appoints très rapides pour compenser rapidement les besoins. Bon, les renouvelables, comment elles ont évolué depuis 70 ? Ça, c'est un point intéressant à voir. En bas, il y a les autres renouvelables. Eh bien, je vais vous dire une chose, je ne sais pas ce que c'est, parce que ce n'est pas expliqué sur le papier. Je crois qu'il y a une partie de pompe à chaleur là-dedans, mais je ne sais pas ce que c'est. Ici, c'est l'hydraulique. Donc, vous voyez, l'hydraulique 2011, vous voyez bien la partie hydraulique qui a baissé. La partie blanche ici, là, c'est l'éolien. On commence à le voir apparaître là. Le bois énergie, le voilà. Le bois énergie, alors que ça pourrait être
une énergie plus développée, on s'aperçoit que, en gros, depuis 40 ans, on stagne autour de 10 millions de tonnes équivalent pétrole par an. Ensuite, vous avez les biocarburants, et puis la valorisation des déchets. Voilà. Donc voilà comment ça a évolué, et vous retrouvez le chiffre que je vous ai montré tout à l'heure, une vingtaine de millions de tonnes équivalent pétrole dans l'année, dont la plus grosse partie est donnée par des énergies thermiques comme le bois et par de l'hydraulique. Alors, à quoi sert l'énergie ? Parce que c'est quand même une bonne question. Pourquoi je me pose cette question ? On consomme 133 millions de tonnes équivalent pétrole, qui nous coûtent terriblement cher en combustible fossile. Dans ces 133 millions de tonnes équivalent pétrole, qu'est-ce qu'on pourrait transférer sur d'autres énergies qui nous coûteraient bien moins cher ? Vers lesquels il faudra de toute façon aller, parce que le pétrole, il ira en se raréfiant. Eh bien, le pétrole sert 50 millions de tonnes équivalent pétrole pour le transport. Il sert pour les usages non énergétiques 13 millions de tonnes équivalent pétrole. Les usages non énergétiques, c'est la chimie, les engrais, les plastiques, etc. Il sert une partie pour l'agriculture, tout ce qui est l'alimentation des tracteurs et tout, et pour tout le reste, la sidérurgie, l'industrie, tout ça, il n'y a rien qui est captif. Ce qui est captif, c'est essentiellement les usages non énergétiques et le transport. Aujourd'hui, le transport est captif du pétrole, c'est clair. Alors, ce qui est intéressant, qui ne figure pas là-dessus, c'est dans les années 90 à 2000. Si on regarde les années 90 à 2000, en 90, on consommait 40 millions de tonnes équivalent pétrole pour le transport. 41 un an après, 42 un an après, 50 en 2000. Et puis, depuis 2000, on est stabilisé à 50. Alors là, il y a quand même eu un effort considérable qui a été fait parce que le parc de véhicules en France met à peu près une dizaine d'années à se renouveler. Donc il y a eu le renouvellement du parc d'une part, et je pense qu'il y a eu un effet aussi du coût du pétrole qui a fait que les gens ont réduit leurs déplacements, ont probablement utilisé moins leurs véhicules. En tout cas, ce qu'on observe, c'est que depuis une dizaine d'années, le transport est bloqué. Mais on a quand même beaucoup d'autres énergies qui ne sont pas du tout captives et qu'on pourrait transférer sur de l'électricité, en particulier, ou sur du bois ou sur autre chose. Ça, c'est l'énergie finale par secteur. Les émissions de CO2, bon, je vous ai mis les émissions de CO2, comment elles ont évolué par habitant en France. Donc vous voyez que, en gros, en France, on est à un peu plus de 5 tonnes de CO2 par an et par habitant. Les Allemands sont à 9,5, par exemple. Bon, c'est très intéressant parce que ça, c'est quand même un des problèmes planétaires dont on parle le plus, c'est la concentration en CO2 dans l'atmosphère. Maintenant, si on regarde, puisqu'on est au Visiatom, les déchets cumulés, alors ça c'est aussi source Andra et la statistique nationale. Voilà les déchets cumulés en France depuis l'origine du nucléaire. Donc vous voyez, c'est en milliers de mètres cubes. Donc en gros, on a 800 000 mètres cubes, dont une partie, ce sont des très faibles activités. M. Bernas vous dira que s'il y avait un seuil d'exemption, il n'y aurait pas ce type de déchets. Ils n'existeraient pas. Après, il y a des faibles activités et moyenne durée de vie. Et ensuite, il faut descendre en bas et l'agrandir
pour voir les déchets de faible activité à vie longue, les déchets de moyenne activité à vie longue et les déchets de haute activité. Les voilà. Donc ce trait bleu ici. Donc vous voyez la quantité de déchets qui posent réellement des questions et qui posent des questions, mais des questions qui sont résolues. Qui les a produits? L'électronucléaire, enfin, ça c'est pas la somme. C'est l'électronucléaire, bien sûr, la plus grosse partie, la recherche, la défense, et puis les autres activités. Voilà. Ça, c'est réparti comme ça. Alors, contrairement au CO2, tout ça, comme vous pouvez le voir au Visiatom, on sait le traiter. Alors, un peu de prospective maintenant en matière d'énergie. Parce qu'on a vu d'où on vient. Maintenant, il faut voir où on va. Où on vient, ben voilà. La France, en 2011, c'était 2000 milliards d'euros de PIB. Le nombre d'habitants, 65 millions d'habitants. La consommation totale d'énergie, 266 millions de tonnes équivalent pétrole. La consommation par an et par habitant, 4,1 tonnes équivalent pétrole par an et par habitant. Consommation d'énergie primaire. C'est la même consommation que l'Allemagne, à epsilon près. 2025. 2025, imaginons que la population ait cru d'environ 5 millions d'habitants. C'est un peu la tendance que l'on a actuellement, avec un déséquilibre entre les naissances et les décès de plus de 300 000 habitants par an. Donc, si on prend toujours la stabilité du PIB, ce qui veut dire qu'on est dans une situation économique extrêmement mauvaise sur les 15 prochaines années. On aurait à ce moment-là un PIB qui serait de 2140 milliards d'euros. Ce qui ferait une consommation totale d'énergie primaire de 286 mégaTEP. Maintenant, imaginons quelque chose qui soit moins dramatique, où on dise on aura quand même une augmentation du PIB moyenne de 1% par an, avec une intensité énergétique, c'est-à-dire la relation entre la croissance de la consommation d'énergie et le point de PIB, qui est de 0,65 aujourd'hui, imaginons qu'on la réduise à 0,5, eh bien à ce moment-là, ça nous ferait 305 millions de tonnes équivalent pétrole. Voilà. Ce chiffre de 305 millions de tonnes équivalent pétrole, alors moi je l'ai refait, c'est exactement le chiffre sur lequel tombait la DGEMP, la Direction Générale de l'Énergie et des Matières Premières, pour 2020 dans les travaux qu'elle faisait en 2008. Donc vous voyez, on a décalé finalement de 5 ans à cause de la crise, on a décalé l'opération. Donc ce n'est pas du tout un chiffre sorti du chapeau. Alors, comment on pourrait satisfaire ça? Alors, on va le regarder sur l'électricité. Sur l'électricité, on voit qu'on passe de 266 millions de tonnes équivalent pétrole à 305 millions de tonnes équivalent pétrole. Prenons une première hypothèse, c'est que nous ne changeons rien en consommation de combustibles fossiles. 133 millions de tonnes équivalent pétrole, ce qui serait une folie, compte tenu de ce que ça nous coûte. Je vous montrerai une diapo à la fin. Le sous-total en énergie renouvelable, imaginons qu'on passe de 20 mégatep, dont 5 en électricité, à 50, on la multiplie par 2,5, dont 10 en électricité. Et puis, on passe, à ce moment-là, il faut boucler. Le bouclage, c'est le nucléaire. On passe de 111 à 122. Voilà ce que ça donne. Donc, si vous faites après le calcul de ces 122 mégatep, en partant de tout ce que je vous ai donné, en disant, on part 55 TWh de thermique classique, on reprend la même chose, alors que, normalement, on n'en aura plus en 2025. On arrête pratiquement tout le thermique classique d'ici 2016. Donc 55, je ne sais pas comment on l'aura. L'éolien, le photovoltaïque et l'hydraulique, on le passe de 65 à 127. Donc vous voyez qu'on a fait un bond considérable.
Le nucléaire, il passe de 442 à 478. Après, on a un solde exportateur, la consommation du secteur électrique, et on a une consommation intérieure de 560 TWh. C'est exactement les chiffres de la programmation pluriannuelle des investissements fait par la DGEC en 2009. Pour 2020, pas pour 2025. Donc voilà à peu près le travail qu'on arrive à faire. Donc vous voyez qu'on ne laisse pas de côté l'éolien et le photovoltaïque, on en prend compte, parce que l'hydraulique, pratiquement à 65 TWh, c'est le maximum. Hein. Aujourd'hui, il n'y a pas de projet hydraulique réalisable raisonnablement qui nous permettrait d'aller très loin au-delà de cette valeur-là. Donc voilà ce que ça nous donnerait en électricité. Alors, le débat. Le débat, malheureusement, il a été pollué par des considérations idéologiques. Et ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut le prendre. C'est un débat sur l'énergie, ça doit être un débat rationnel. On regarde toutes les énergies primaires, pas seulement la composition du bouquet de production d'énergie électrique. Ça n'a pas de sens en soi. Et les critères à prendre en compte, c'est l'indépendance énergétique, la sécurité des approvisionnements, qui n'est pas exclue en matière de pétrole, l'économie. On voit bien que importer 65 milliards de combustibles fossiles quand on a 70 milliards de déficit de la balance des paiements, c'est pas rien. Les problèmes sociaux, vous allez voir en quoi ça consiste. La protection de l'environnement, essentiellement autour du CO2. Et puis la maîtrise technologique et l'évolution continue de la sûreté des installations nucléaires. Si on continue du nucléaire, il faut faire du nucléaire de plus en plus sûr. Ça, c'est un peu la règle de base du nucléaire en France depuis l'origine du nucléaire. Alors le gouvernement, lui, il a posé les termes du débat avant même que le débat ait lieu. Il a dit, on va faire un débat sur le nucléaire, et ça se résumera, on va faire un débat sur l'énergie, et ça se résumera en l'arrêt définitif de Fessenheim en 2016, et on ramènera le nucléaire de 75% à 50% en 2025. Bon. Pourquoi? Je ne sais pas. Fessenheim, parce que c'est la plus vieille. Vous allez voir en quoi... bon. Par contre, l'EPR de Flamanville sera le seul réacteur mis en service durant le quinquennat. Là, on ne prenait pas beaucoup de risques, compte tenu des délais de construction. Le retraitement et le MOX sont confirmés. Eh bien, ce n'est pas vrai du tout. Parce que si on passe à 50% de nucléaire, on arrête pratiquement toutes les tranches qui utilisent du MOX. Donc les écolos ne se sont pas trompés là-dessus. La loi de 2006 sur les déchets nucléaires, c'est-à-dire en gros l'enfouissement dans des couches d'argile très profondes, le projet CEJO est maintenu. L'ASN doit s'assurer du respect des délais de réalisation des travaux post-Fukushima, c'est normal. Et la France reste une activité, enfin le nucléaire reste une activité stratégique pour la France. Bon. Sachez que notre activité nucléaire de base, c'est-à-dire la fourniture du combustible, la fourniture d'équipements, la fourniture de services, en France, vis-à-vis de l'étranger, ça rapporte dans la balance commerciale 6 milliards d'euros par an. Donc c'est quand même pas une petite activité marginale. Alors les conséquences de ce type de politique. D'abord, on n'a parlé que de l'électricité, pas des autres énergies, et on n'a parlé que de l'électronucléaire dans l'électricité. Bon, on ne parle pas du tout des 133 millions de tonnes équivalent pétrole, de charbon, de pétrole et de gaz. Ça, à la trappe. La production électrique totale en 2011 a été de 550 TWh, dont 420 sont issus du nucléaire. En fait, c'est 442, j'ai fait une erreur. Les prévisions de 2025 sont de 660 TWh, 600
de consommation intérieure et 60 de solde exportateur. Et il faut être capable de les avoir parce qu'en 2025, on a tous les pays qui nous entourent qui sont vraiment dans une situation catastrophique du point de vue de l'électricité. Donc si on dit on n'en fait plus que 50%, on ne fait plus que 330 TWh. On en faisait 442. La production avec l'EPR, ça ferait, mettons, si je suis rigoureux, 432. Donc, si j'en fais plus que 330, il faut que j'arrête définitivement 18 unités de 900 MW électriques. 18 unités de 900 MW électriques, ça veut dire qu'on arrête Fessenheim, Bugey, Tricastin, Gravelines, Dampierre, Blayais, j'en oublie, et Chinon. Bon, et donc, on arrête essentiellement toutes celles qui sont moxées. Et donc, ça a un impact sur le retraitement. Ça, il faut bien avoir conscience. Donc, ça a des conséquences terribles. Et ça, personne n'en a parlé, sauf dans l'accord entre le Parti socialiste et les Verts, où la liste des centrales à arrêter n'est pas de 18, elle est de 24, et elle est donnée. Et cet accord est signé. Donc les Verts sauront se rappeler à tout ça. Alors pourquoi on arrête Fessenheim? Parce que c'est la plus vieille. Alors ça, ce mot de vieux, je suis désolé, ça vaut surtout pour moi, parce que nous vieillissons biologiquement. On a un certain nombre de neurones qui disparaissent tout le temps. On a des choses qui se passent, de l'arthrose, on devient sourd, moi je deviens sourd, bon, on met des lunettes, bref. Mais une installation industrielle, elle ne vieillit pas, elle s'use. Elle s'use, et chaque fois qu'un composant est usé, eh bien on va le remplacer. Et on va le remplacer par des composants qui ont intégré tout le retour d'expérience et qui sont souvent de bien meilleure qualité que les composants utilisés lors de la construction de la centrale. Je pense par exemple à toute la robinetterie. Pratiquement toute la robinetterie de la centrale a été changée. Et aujourd'hui, la robinetterie qu'on a, elle est d'abord bien plus facile à entretenir et elle est d'une longévité sans commune mesure avec la première robinetterie. Les générateurs de vapeur, etc., etc. La seule chose qui limite la durée de vie, la durée d'exploitation de la centrale, c'est la tenue de l'enceinte de confinement, c'est-à-dire le bâtiment réacteur, le gros cylindre qui entoure l'installation, la chaudière nucléaire, et puis la cuve. La cuve, parce qu'elle est faite en acier ferritique, et que cet acier ferritique qui est bombardé par des neutrons, eh bien, ce bombardement par des neutrons introduit de petits défauts dans cet acier ferritique qui fait qu'il se fragilise dans le temps. Bon, pour vérifier sa tenue dans le temps, dans les coupons qui sont faits lors du forgeage, on extrait des éprouvettes que l'on passe très près du cœur, et tous les 10 ans, ces éprouvettes, on les teste, on les compare aux résultats de calcul des métallurgistes, et comme ils sont placés très près du cœur, les tests d'éprouvettes donnent l'état de la cuve 10 ans après. Donc aujourd'hui, les tests qui ont été faits sur Fessenheim, Bugey, Tricastin, etc., toutes les tranches qui ont obtenu d'aller à 40 ans, eh bien, disent qu'il n'y a pas de problème pour aller jusqu'à 40 ans. Mais l'autorité de sûreté française ne donnera jamais d'autorisation au-delà de 10 ans. C'est-à-dire qu'elle donne des autorisations que pour 10 ans, tant qu'elle n'a pas la preuve pour les 10 ans à venir. Donc, les tranches de référence aux États-Unis, qui ont servi pour Fessenheim et Bugey. Pour Fessenheim, c'était les tranches de Beaver Valley. Pour Bugey, c'était les tranches de Norsana. Alors, les Américains n'ont pas la même réglementation que nous. Ils ont déjà autorisé ces tranches à aller jusqu'à 60 ans. Donc, nous, elles sont autorisées pour aller à 40 ans, et à 40 ans, on rediscutera. D'ailleurs, il y a une lettre
officiel que vous pouvez trouver sur le site de l'ASN et qui décrit auprès d'EDF toutes les exigences de l'autorité de sûreté nucléaire qu'elle examinera dans le dossier pour autoriser à aller au-delà de 40 ans. Et rien ne dit qu'il n'y aura pas des tranches qui ne recevront pas l'autorisation d'aller au-delà de 40 ans. Mais rien ne dit non plus qu'il n'y a pas beaucoup de tranches qui retrouveront l'autorisation d'aller au-delà de 40 ans. En tout cas, aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que Fessenheim a reçu pour la tranche 1 et la tranche 2 l'autorisation de faire 10 ans de plus, c'est-à-dire d'aller jusqu'en 2021 et 2023. Donc on a les autorisations. Les moyens de production alternatifs, c'est bien beau de dire on va enlever 25% de nucléaire, mais les Verts disent il suffit de faire des économies. Vous avez vu comment la consommation d'électricité ne cesse de croître. Donc, je crois qu'on peut faire des économies, certes, mais il ne faut quand même pas renverser non plus la situation. Donc, on a quand même un sacré problème, un problème européen. Parce que là, je l'ai mis en France. On a 10 000 mégawatts de thermique à flamme qui produisent entre 25 et 50 TWh par an. Vous avez vu, c'était 55 tout à l'heure, qui doivent normalement être arrêtés d'ici 2015. Tout ça parce qu'il y a la directive sur les grandes installations de combustion qui dit où on désulfurise et on dénitrifie, ou on arrête. Bon, donc il y a des tranches pour lesquelles la durée de vie résiduelle est suffisante pour faire de tels investissements, parce que c'est colossal comme investissement, et il y a des tranches qui ont démarré en 1975 où EDF dit non, ça ne vaut pas le coup de faire de tels investissements pour les faire durer simplement 50 plus. Donc, on va perdre ça. Les arrivées en exploitation, on devait avoir 2000 mégawatts de cycle combiné gaz. Il en est arrivé 1000 avec Martigues, mais vu les problèmes que nous rencontrons et dont on pourra reparler tout à l'heure, il y a beaucoup de cycles combinés gaz actuellement qui tournent moins de 1000 heures par an à cause des aléas qu'amène l'éolien allemand et que les industriels arrêtent définitivement. Par exemple, GDF Suez. Bon, donc, non seulement on n'aura pas les 2000, mais on aura peut-être au moins quelque chose. Bon, on pense avoir 2000 mégawatts d'éolien en mer, puisque là, les contrats sont signés, en partant d'un taux d'utilisation à l'équivalent pleine puissance de 30% par an, ça nous fait 6 TWh. Le photovoltaïque, 5 TWh, mais ça ne marche que le jour et en pleine luminosité. Le PR, c'est 12 TWh. Bref, si on fait la balance de tout ça, eh bien déjà, on ne passe pas. Alors, si en plus on arrête Fessenheim, eh bien on est dans les choux. On ne passe plus. Alors, ça c'est très grave parce que, en l'affaire de 3 ans en Europe, les Européens viennent d'arrêter entre Vattenfall, la Finlande, E.ON, RWE, GDF Suez, les Belges, les Espagnols, à peu près 30 000 mégawatts de thermique classique. C'est-à-dire que déjà aujourd'hui, on est en risque de blackout. S'il se reproduisait un épisode type février 2012, je ne suis pas sûr que l'Europe passe. Sans, c'est peut-être pas un blackout complet, mais on aurait des délestages tournants. Donc on va dans une situation qui est très, très dramatique. Et personne n'en parle. Alors l'impact sur l'économie nationale, faites-moi la grâce de me croire, mais les calculs, on les a faits et refaits, et je ne suis pas un économiste. Mais quand vous arrêtez une installation, pour savoir combien ça coûte de l'arrêter, le calcul, il est simple. Il suffit de calculer l'énergie de remplacement pour remplacer l'installation que vous avez arrêtée. C'est la seule chose. Ce n'est pas de savoir si elle était complètement amortie, pas complètement. Non. C'est de savoir combien je vais dépenser pour
remplacer l'énergie qu'elle produisait. Eh bien, pour remplacer l'énergie de Fessenheim, c'est 1 milliard d'euros par an pour la collectivité nationale. Alors ce chiffre, il est très simple. D'abord, il est donné par des gens du Centre d'analyse stratégique qui donnaient exactement la même chose au début de 2012. Ils donnaient 1 milliard d'euros pour l'arrêt de Fessenheim. Et si vous prenez, vous savez qu'en Belgique, ils ont eu de gros problèmes avec les cuves de Doel 3 et de Tihange 2, qui sont deux tranches du même type que Fessenheim. Et pour compenser l'absence de Doel 3 et de Tihange 2 pendant 2 ans, les Belges ont dépensé 760 millions d'euros d'importation d'électricité. Donc vous voyez, 1 milliard d'euros, 760 millions d'euros. Donc on est bien dans l'ordre de grandeur. Si on arrête Fessenheim, ça nous coûte 1 milliard d'euros. Maintenant, si on arrête 18 tranches, c'est-à-dire 9 fois Fessenheim, c'est 9 milliards d'euros par an. Et si après, on somme ça comme ça, sur 10 ans ou sur 15 ans, eh bien on voit qu'on est en train de détruire, en France, dans un pays qui est riche, qui vit sur l'or, on détruit 100 milliards de valeur industrielle. Alors on vous dit, oui, mais il faudra déconstruire, en oubliant de vous dire une chose qui est fondamentale, c'est que le milliard d'euros que je mets pour construire un outil de production et 1 milliard d'euros que je mets pour déconstruire un outil de production, ça n'a pas du tout le même effet sur l'économie nationale, même si j'ai dépensé toujours 1 milliard d'euros. Le milliard d'euros qu'on met pour déconstruire Superphénix aujourd'hui, ce n'est pas le même milliard d'euros sur l'économie nationale que celui qu'on a mis quand on l'a construit. Faut bien raisonner comme ça. Alors, si vous faites les calculs dans tous les sens, et moi je me suis appuyé sur Henri Prévost, qui est un spécialiste du calcul économique, un X-Min, Henri Chambon, qui est un mineur aussi, qui est un spécialiste de ces trucs-là. C'est pas moi qui ai fait les calculs, mais c'est simple, le calcul, on tournait toujours autour du milliard d'euros. Alors, les conséquences sociales, il y en a de deux types. Les conséquences sociales, c'est déjà les conséquences sur les emplois. Quand on parle du social, en ce moment, on parle du chômage. Mais vous allez voir qu'il n'y a pas que le chômage. Les conséquences sociales, Fessenheim, c'est 2000 emplois directs et 2000 emplois indirects. C'est 4000 emplois au total perdus. Et ce sont des emplois hautement qualifiés. On vous dit, oui, mais il va falloir déconstruire, donc il faudra des emplois aussi. J'ai été le directeur de la centrale nucléaire du budget, chargé, hélas, d'arrêter définitivement Bugey 1 en 1994. Donc la décision s'est prise en 1992, on a arrêté en 1994. J'avais 250 personnes EDF qui travaillaient sur Bugey 1. Quand j'ai arrêté en 1994, eh bien, je suis descendu à 25 chefs d'équipe qui encadraient quelques types qui tronçonnaient des chemins de câbles et des tuyaux. Donc, c'est plus du tout les mêmes qualifications, c'est plus du tout les mêmes volumes d'emploi. On ne travaille plus sur les mêmes choses. Et l'électronucléaire, si ça coûte si peu cher en matière première, c'est parce que derrière, toute la valeur ajoutée entre l'uranium naturel que vous avez importé et le kilowattheure que vous allez livrer, et le retraitement du combustible, etc., c'est tout fait en France par des gens qualifiés. Et donc, vous avez 95% du coût d'un mégawattheure en France qui est de la valeur ajoutée faite en France. Elle est toute faite en France. J'avais l'habitude de dire à un moment donné, il y a autant de valeur ajoutée dans un mégawattheure que dans un kilo d'Airbus. Je crois que c'était une boutade, mais c'est la même chose. Tout est fait chez nous. Alors quand on dit, oui, mais on créera un pôle d'excellence pour le démantèlement, mais il existe déjà. On a à EDF une unité spécialisée qui s'appelle le CIDEN. Alors elle n'est plus à Villeurbanne, maintenant elle est à Lyon, elle a déménagé de 300 mètres. Et elle déconstruit Brénilis, une centrale à eau lourde, Chinon 1, Chinon 2, Chinon 3,
3 centrales UNGG, il n'y en a pas une qui ressemble à l'autre. Saint-Laurent 1, Saint-Laurent 2, qui se ressemblent. Bugey 1, qui ressemble à aucune autre non plus. Shoah, dans les Ardennes, qui, elle, ressemble surtout à Fessenheim. Et puis Superphénix. Donc, on a une unité qui gère la déconstruction de 9 centrales, dont pratiquement 6 filières différentes, avec des difficultés très différentes. La centrale la plus facile à déconstruire actuellement, c'est Shoah dans les Ardennes. C'est elle d'ailleurs qui est le plus avancée. Donc, on voit bien que le SIDEN, il existe et on ne va pas créer un nouveau pôle d'excellence parce qu'on va arrêter. Et puis, enfin, il faut quand même être gonflé pour dire qu'on arrête une centrale pour se faire la main, quoi, hein, pour la casser. Moi, je ne sais pas, mais quand j'achète une voiture, je ne dis pas 6 mois après, tiens, ben, si je me faisais la main pour savoir si je sais la casser, quoi. J'essayais d'en tirer le meilleur parti. Alors vous voyez que si maintenant je multiplie tout ça par 9, j'ai 36 000 emplois qui sont perdus. Mais ce n'est pas que 36 000 emplois. Vous allez voir que ça a toutes les conséquences induites de ces emplois. Il y a le reste. Le reste, il est là. Le pouvoir d'achat des ménages. J'ai pris les chiffres, tenez-vous bien, de 2010, parce que c'était ceux que j'avais sur Eurostat. Au Danemark, ils payent, alors c'est les ménages, 247 € le mégawattheure. En Italie, 239. En Allemagne, 236. En France, 119. Donc prenons le chemin des Allemands et nous paierons 236 mégawatts. Voilà. C'est ça. Et ça, si vous faites une ponction de pouvoir d'achat sur les gens pour payer la même chose, c'est-à-dire la même quantité d'énergie, eh bien cet argent ne sera plus disponible pour l'économie, pour le reste de l'économie. Il disparaît dans le pouvoir d'achat. Donc vous voyez bien que ça a un impact. Aujourd'hui, figurez-vous que quand vous faites les calculs que donne le rapport de la Cour des comptes en 2012 sur le nucléaire, le parc nucléaire, si vous faites le calcul complet économique tel que le fait la Cour des comptes, il dit le coût du calcul complet économique du nucléaire, c'est 49,5 € 2011, puisque le rapport est sorti en début 2012. Donc c'était le coût. Maintenant, si vous prenez la tranche qui est, elle, complètement amortie, si vous faites que son calcul comptable, c'est-à-dire que vous ne rémunérez pas le capital, ou dit autrement, vous ne repréparez pas la masse financière pour reconstruire l'ouvrage. Eh bien, Fessenheim, c'est 30 € le mégawattheure. L'Allemagne, actuellement, la taxe sur les énergies renouvelables en Allemagne, elle est de 53,5 €. Donc elle est supérieure au coût du mégawatt fourni par le nucléaire en France. Et il faut qu'elle passe l'an prochain à 74 €. C'est pour ça que les ménages allemands commencent à dire « ça suffit ». Et les Allemands ont exonéré de taxes sur les énergies renouvelables toutes les industries ou toutes les entreprises qui sont en concurrence internationale. Et pour les industries qui sont électro-intensives, je dirais celles qui font de l'électrolyse du chlore, de l'aluminium, etc., non seulement ils sont exonérés de la taxe sur les énergies renouvelables, mais en plus, ils sont exonérés des coûts de transport du réseau. Donc, et c'est pour ça qu'ils arrivent à des coûts à peu près voisins des nôtres. Mais ils reportent tout, puisqu'ils rééquilibrent tout, ils reportent tout sur les ménages. Et les ménages, donc, en ce moment, renaclent. Et bon, il y a fort à parier qu'une fois passées les élections en Allemagne, c'est-à-dire d'ici 2 mois, il va se passer des choses sur ces trucs-là. Donc voilà un peu l'impact. On me disait, bon, mais ça, c'est pas... pourquoi vous mettez ça sous l'aspect social ? Parce que c'est social. En France, nous avons 8 millions de personnes en situation de précarité énergétique. 8 millions sur 65 millions. Si on double le prix de l'électricité, c'est plus 8 millions qu'on a.
Donc c'est bien du social. Les entreprises, ben voilà les entreprises, la France était à 80, toujours la moyenne de l'UE c'était 110. L'Allemagne, pour les entreprises qui n'étaient pas en concurrence internationale, 122, l'Italie 144. Donc vous voyez l'éparpillement qu'on a, qui était bien connu. Hein. Alors, le nucléaire aussi, ça c'est personnellement c'est quelque chose qui me fait énormément souci. Et M. Vernaz peut-être le partagera. En bas, j'ai mis pérennité du nucléaire égale maintien à haut niveau de sûreté maintien à haut niveau de la sûreté. J'avais mis avant quelque chose de plus dur en disant un nucléaire sans futur, c'est un nucléaire sans sûreté. En Allemagne aujourd'hui, il doit rester une dizaine de tranches en cours de fonctionnement. Il y en a une qui s'arrête en 2015, une autre en 2018, et puis les autres d'ici 2022. Tout le personnel hautement qualifié s'en va, parce que pas de futur, les types ils n'attendent pas qu'on les mette dehors. Hein. En Allemagne, vous avez 5% d'actifs au chômage. Et dans les 5% d'actifs au chômage, ce sont des gens qui ne sont pas qualifiés. Tous les actifs qualifiés ont du travail. Donc ils s'en vont. Et quand vous avez des gens qui veulent partir, ben, vous ne pouvez pas les retenir. Donc, ils ont fermé toutes les sections de génie atomique. Siemens a fermé son secteur nucléaire, a liquidé son accord avec Rosatom. Les centrales vivent en vase clos, avec du personnel qui s'en va. Les intervenants extérieurs, ça ne les intéresse plus de former du personnel pour aller sur des centrales, alors que leur personnel, ils les embauchent maintenant pour 20 ans. À quoi ça sert, etc., etc. Donc je dis, la sûreté du nucléaire, elle est garantie parce qu'il y a un futur. Je reprends l'exemple de Bugin parce que je l'ai bien vécu. J'avais 250 personnes à Bugin. Quand j'ai dit en 92, on va fermer, j'en ai 230 qui m'ont dit, on veut partir. J'ai dit, non, vous ne pouvez pas partir. Moi, j'ai besoin de vous jusqu'en 94, 95, il faut aller jusqu'à la fin du déchargement. Donc, j'ai besoin de vous. Ah oui, mais nous, ça ferme, on s'en va. Alors, ils avaient tous de bonnes qualifications, ils avaient tous du boulot. Donc, il a fallu que je passe des accords avec les syndicats, avec le personnel, pour dire, je sais que vous voulez partir, je sais que vous voulez à tel endroit, et je me suis mis d'accord. Sur le site, il n'y avait pas de problème, mais avec les chefs de centrale, les autres chefs de centrale, pour qu'on leur réserve des places où ils voulaient aller. Sinon, ils seraient tous partis. Donc le problème, c'est pas un problème comme ça. C'est un véritable problème. Les Allemands ne forment plus de jeunes. Un jeune ingénieur, un jeune technicien supérieur, mais pourquoi il va s'embarquer dans du nucléaire ? Un secteur qui est voué à la fermeture. Et vous n'allez pas attirer des gens pour faire uniquement du démantèlement. Le démantèlement, ça marche bien quand vous avez un roulement de personnel qui vient des centrales, de la construction, qui passe par là, qui repart ailleurs, etc. Mais le démantèlement en soi, ça n'attire pas terriblement les gens. J'ai dû en sauter un. Oui, conserver un solde exportateur. Je l'ai dit tout à l'heure, parce que ça, quand je l'ai écrit, je n'avais pas encore fait un article où je dis le problème, le titre de l'article, il est simple, c'est le problème du blackout en Europe. La question du blackout ne se pose pas, c'est à quel moment il aura lieu. Voilà, la seule question, elle est là. Aujourd'hui, l'Italie, elle est gravement déficitaire. La Suisse va arrêter des réacteurs, va devenir gravement déficitaire. L'Espagne est gravement déficitaire. La Belgique va arrêter des réacteurs, elle devient gravement déficitaire. L'Allemagne, alors quand vous voyez
la projection allemande, d'ici 2050, ils seront obligés, pour équilibrer leur consommation, d'importer 100 milliards de kilowattheures. Qui va le leur fournir? Dès 2020, ils deviennent importateurs nets systématiquement. Donc on est devant un panorama qui nous entoure de pays qui deviennent tous importateurs d'électricité. Or, entre le moment où vous prenez la décision de faire un outil de production et le moment où il fait ses premiers mégawatts, il se passe 10 ans. Pour ne pas dire plus. Avec tous les délais administratifs maintenant, il se passe 10 ans. L'Angleterre va devant une catastrophe actuellement. Donc, vous voyez, et puis, alors, il faut voir aussi à côté de ça, c'est que les marges des électriciens ont fondu comme neige au soleil et qu'ils n'ont plus aujourd'hui les capacités financières de construire des outils de production. C'est le cas, par exemple, des Anglais, mais c'est le cas d'EDF. Si EDF, actuellement, en Angleterre, est en train de discuter avec le gouvernement anglais, comme elle le fait, de chercher des co-investisseurs, c'est parce qu'elle n'a plus les fonds pour le faire. Donc, on en est là, quoi. J'ouvre une petite parenthèse, quand vous voyez le taux d'une action, quand l'ouverture du capital d'EDF a été faite, l'action valait 32 €. Elle doit valoir 20 € maintenant à peu près. Le taux d'une action, c'est simplement le reflet de la confiance que mettent les investisseurs dans l'entreprise. C'est rien d'autre. Si le taux de l'action baisse, c'est que les investisseurs n'ont pas confiance. Donc ils ne vous accompagneront pas. Alors quand vous faites en plus des projets où le premier mégawatt va sortir dans 10 ans, inutile de vous dire que trouver des investisseurs pour des projets aussi longs, eh bien, ça ne se trouve pas facilement. Donc, il y a un vrai problème. Il faut surtout garder notre indépendance électrique. Bon, là, j'avais mis sur Rhône-Alpes. Bon, Rhône-Alpes, alors, le Rhône-Alpes, c'est une catastrophe, parce que Rhône-Alpes, on concentre dans Rhône-Alpes pratiquement toutes les industries électro-intensives françaises. Bon, d'abord, on perdrait budget Tricastin, ça c'est clair. 8 000 emplois directs et indirects. On perdrait 4 000 emplois dans l'amont du cycle du combustible, 1 000 emplois dans l'ingénierie. Une perte d'emploi importante chez les prestataires spécialisés, parce que toute la robinetterie est faite à Lyon, une partie de la robotique est faite à Lyon, Villeurbanne, etc. Mais il y a surtout toutes les industries électro-intensives, l'aluminium, les métaux spéciaux, le chlore et les composés chlorés, les aspects spéciaux, la chimie. Sitôt qu'aujourd'hui, on a sauvé, si vous voulez, Rio Tinto à Saint-Michel-de-Maurienne, grâce à un accord avec EDF, et ce n'est pas parce qu'on produit trop d'aluminium, on en importe la moitié. C'est parce qu'aujourd'hui, l'aluminium qui se fait à l'étranger se fait avec de l'électricité moins chère qu'en France. Donc, ces électro-intensifs, s'ils quittent la France, ils quittent l'Europe. Il ne faut pas se faire d'illusions, ils ne partent pas en Belgique, ils ne partent pas ailleurs, ils quittent l'Europe. Donc, et puis on perd surtout beaucoup de R&D, de la formation de haut niveau et tout ça. Donc on peut perdre jusqu'à 40 000 emplois en Rhône-Alpes d'ici 2025. Et je pense qu'aujourd'hui, perdre 40 000 emplois, ça ne se regarde pas comme ça, quoi. Donc nous, on est un certain nombre à avoir travaillé sur ce sujet depuis le mois de novembre-octobre. Et on dit, bon, d'abord, dire il faut réduire la consommation d'électricité, c'est un vœu pieux. Parce que, d'abord, l'expérience montre que ce n'est pas comme ça que ça se passe. L'électricité, la consommation augmente. Elle augmente moins maintenant qu'elle a augmenté dans le passé, c'est normal, mais il y a de plus en plus d'usages et de moins en moins de consommation par usage. Et puis, l'électricité, c'est le seul moyen de faire des gains considérables d'efficacité énergétique. Vous avez tous un four micro-ondes chez vous. Eh bien, faites un petit calcul. Pour réchauffer un plat dans un four micro-ondes qui fait 800 watts, qui va vous le réchauffer en 4 minutes, et faire la même chose dans votre four traditionnel qui fait 2 kW et qui va mettre 20 minutes, le facteur, c'est un facteur 100 de réduction de consommation d'énergie.
les plaques à induction, etc. Tout ça, ce sont les gains que vous faites avec de l'électricité. Il n'y a rien qui permet de faire de tels gains d'efficacité énergétique. Le vecteur d'électricité permet, sans qu'on le sache, quand vous mettez votre ampoule en marche, vous utilisez tout le bouquet de production, toutes les ENR, le nucléaire, le thermique, l'hydraulique, tout. Vous ne savez pas ce que les électrons qui arrivent, mais ils viennent. C'est le seul moyen, à condition bien entendu que les outils soient faits pour, de réduire les émissions de CO2. Donc c'est devenu une commodité. L'électricité n'est pas simplement un vecteur énergétique, c'est une commodité de la vie de tous les jours. Donc dire il faut réduire la consommation d'électricité, c'est stupide. Disons-le, c'est stupide. Moi je l'ai entendu, hein, mais c'est stupide. Bon alors, on dit, il faut lancer un deuxième EPR. Il faut lancer un deuxième EPR parce qu'il faut disposer d'une relève des réacteurs de deuxième génération aujourd'hui. Parce que, comme je le disais, rien ne dit qu'à 40 ans, on n'aura pas 2-3 réacteurs où l'autorité de sûreté, qui est très exigeante en France, nous dira non, je ne vous autorise pas à aller plus loin. Donc il faut avoir une relève. Il faut conserver le savoir-faire industriel. Et puis, il faut continuer à développer des formations industrielles. Et puis, il faut aussi continuer à avoir des outils qui permettent de démontrer à l'exportation qu'on sait faire, qu'on a le savoir-faire et qu'on peut le faire. Et puis, alors, on dit il faudrait développer un deuxième EPR, un premier puis un deuxième sur le même site, parce que les gains de chantier sont énormes sur le plan financier, et derrière, ils permettent d'avoir facilement la taille critique pour l'exploitation et la maintenance. Et puis le dernier point, c'est les ENR. Les ENR, aujourd'hui, elles pèsent trop sur les coûts pour ce qu'elles apportent. Et donc, comme elles pèsent beaucoup sur les coûts, elles évincent complètement les travaux d'isolation thermique qu'il nous faudrait faire. Or, si on fait un bilan objectif sur une vingtaine d'années, les travaux d'isolation thermique seront infiniment plus payants que les ENR, surtout certains ENR. De plus, elles exigent des renforcements de réseau considérables, qui coûtent des fortunes et qui sont très mal utilisés. En Allemagne, les renforcements de réseau d'ici 2025 vont représenter 56 milliards d'euros pour trimballer de l'éolien du nord-ouest vers le sud-est. Il faut, et ça n'est pas fait, qu'on crée des véritables filières industrielles. Une filière industrielle ENR, c'est une filière qui a sa R&D, qui a sa conception, qui a sa construction en France, qui a sa production, qui a son exportation. Aujourd'hui, on a dépensé beaucoup d'argent, on n'a pas de filière. Donc, il faut réfléchir à ça. Il ne faut pas aggraver l'opposition de la population. On a une véritable hostilité à l'éolien, hein, il faut le savoir. Et puis surtout, je dirais, je prends le dernier point, aujourd'hui, nous développons des ENR, alors nous, je dirais en Europe, les Allemands surtout, développent des ENR à vitesse grand V sans réfléchir au stockage. Or, le développement ENR et le stockage, si on ne fait pas l'effort simultané de stocker l'électricité ENR, on va vers des catastrophes. Je vais vous prendre un exemple. Actuellement, on a des prix négatifs sur le marché, c'est-à-dire qu'on paye des consommateurs pour qu'ils enlèvent de l'électricité. Alors pourquoi ça arrive, ça ? Ça arrive parce que les ENR qu'on a, en Allemagne ou ailleurs, c'est de l'électricité fatale. Donc, c'est une base qui arrive comme ça. Et puis, sur cette base, les gens qui gèrent le réseau, ils vont avoir des outils pilotables. Ces outils pilotables, bon, ils vont les superposer,
Mais il faut que ces outils pilotables, ils puissent les solliciter rapidement s'il y en a un qui vient à être défaillant, ou si on reprend de la charge assez vite. À 5 heures du matin, vous savez que vous êtes au point bas, mais vous savez que vous allez être au point haut à 8 heures. Bon. Donc, aujourd'hui, on arrive à la situation suivante. Le fatal, plus le minimum de thermique classique qu'on a, dépasse la consommation. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On pousse des clients pour qu'ils enlèvent le courant. Alors, qui c'est qui le fait aujourd'hui, ça ? Les Autrichiens et les Suisses. Parce qu'ils savent que ça va arriver, donc ils vident les steppes au maximum, et ils attendent qu'on les sollicite. Et on a payé dans l'hiver 2012-2013, les Allemands ont payé des Suisses jusqu'à 600 € le mégawattheure pour qu'ils prennent leurs kilowattheures et qu'ils les remontent dans leur steppe. Et ils ont racheté les mégawattheures à la pointe à 300 €. Donc les Suisses, ils ont gagné 900 € par mégawattheure. Mais ça c'est une folie. Et ça conduit, du coup, à arrêter du thermique classique en pagaille. Les opérateurs disaient, puisque c'est comme ça, c'est plus la peine, on ne peut plus. Donc les prix négatifs, ça existe. C'est pas... Voilà. Je vais en rester là. On est parti sur Bruegel, on va finir par Bruegel, la tour de Babel. Voilà, il nous reste une demi-heure pour le débat. Merci beaucoup. Donc, après, à 50, M. Fugère doit partir. Donc, voilà. Qui veut poser la première question ? Oui, merci. Vous avez parlé du MOX. Oui. Vous avez dit que si on supprimait pour les centrales 900 MW, on n'aurait plus de centrales à moxer. Les 1350, ils ne sont pas moxés ? Non. Alors actuellement, je crois que... Mais Bernas doit mieux savoir que moi. L'EPR est prévu pour être moxé. Oui. Maintenant, les 1350, les autres ne sont pas prévus pour ça, parce qu'il faut des systèmes, je dirais, prévus au départ, qui n'ont pas été mis sur ces règles. On pensait qu'avec 24, je dirais, 900, qui pouvaient être moxés jusqu'à 30%, c'était suffisant pour ce qu'on avait à faire. Et donc, on n'a pas jugé utile, lorsqu'on a fait les 1300, de les prévoir moxables. En revanche, les EPR seront moxés. Donc, il vaudrait mieux arrêter les 1350 que Écoutez, ne donnez pas cette bonne idée au gouvernement, il en a déjà d'autres. Hein. Mais certainement, c'est dans la feuille de route des Verts après les 24, ne pas de souci. La deuxième question, c'était monsieur. Merci. Oui, c'était fort intéressant. Mais qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour convaincre les politiques, les populations, les enseignants, la future élite d'ingénieurs français? Alors, on est un certain nombre, hein, je dirais, à essayer de faire passer les informations, à donner un éclairage un peu différent. Mais quand on regarde, moi je suis le premier désolé, quand on regarde dans le débat national, les débats qui ont été soi-disant labellisés, parce qu'il y a toute une on a fait passer la liturgie avant le fond, hein. On a labellisé le débat, ceux qui se sont exprimés alors avec une liberté totale, ça a été Négawatt. Mais Négawatt, c'est vraiment ce qu'il faut bien comprendre. Les Verts ont une base idéologique très forte. Cette base idéologique, ils la tiennent de deux philosophes. Arne Nuss, qui est un philosophe suédois, et Hans Jonas, qui est un autre philosophe. Arne Nuss, c'est un homme qui est malthusien, c'est le vrai mot, et qui dit le pire des prédateurs sur cette terre, c'est l'homme. Et donc il énumère 8 actions à conduire, dont une action, c'est il faut imposer la décroissance économique pour avoir une décroissance démographique. Et il faut que tous ceux qui partagent cette philosophie s'emparent des leviers du pouvoir pour y parvenir. Donc c'est clair.
Mais et tout est fait comme ça. Et derrière, vous avez Hans Jonas, qui lui a développé ce qu'on appelle l'heuristique de la peur. Alors, l'heuristique de la peur, en gros, c'est la chose suivante. C'est dire, nous sommes dans un moment de notre vie où les gens n'ont plus peur de Dieu. Celui qui nous faisait peur avant, c'était Dieu. Mais Dieu, bon, ne fait plus peur. Donc, il faut qu'on invente une nouvelle peur. Et la nouvelle peur, c'est la terreur écologique. C'est vous détruisez la planète, c'est vous faites ceci, c'est vous faites cela, vous détruisez les espèces, etc., etc. Et donc, on va ériger un principe qui va tout bloquer, qui s'appelle le principe de précaution. Et le principe de précaution, il est dans l'heuristique de la peur, dans Jonas. Donc, on est devant des gens qui ont un fond idéologique qui est connu, qui est le fond. Il faut qu'on arrive à faire décroître les moyens économiques de l'humanité pour que l'humanité décroisse démographiquement. Bon, c'est terrible, parce qu'on n'est pas loin du nazisme, on n'est pas loin de certaines choses qu'on a vécues dans les années passées. Mais ces gens s'appuient là-dessus. Et si vous prenez Negawatt, c'est ça. Mais Negawatt a contaminé complètement l'ADEME. Et aujourd'hui, dans le même ministère, vous avez l'ADEME d'un côté qui dit des conneries, et vous avez la Direction générale de l'énergie du climat, l'ancienne Direction générale de l'énergie et des matières premières, qui, lui, fait le boulot que je fais et qui n'est pas écouté. Alors on est vraiment... c'est vraiment une prise de conscience des citoyens qu'il faut qu'on fasse. Mais encore faut-il qu'on puisse s'exprimer. Moi, j'ai cherché à m'exprimer à Lyon plusieurs fois. Une fois, j'y suis parvenu. Une fois. Et je me suis fait presque insulter. En face, vous avez des gens qui travaillent la population depuis 40 ans. Et pendant 40 ans, de ce côté-là, on n'a rien fait. Je crois que... Je le regrette comme vous. Hein. Je crois qu'il faut que nous, en tant que citoyens, nous soyons conscients que tous ces discours sur la décroissance énergétique, gna gna gna, le mieux-être... Vous avez un article de Cochet dans un bouquin de Yves Cochet, un article qui a été cité il n'y a pas longtemps par Luc Ferry dans la demi-page qu'il écrit tous les jeudis dans Le Figaro. C'est la décroissance. Mais c'est la décroissance. C'est Arneneus. Yves Cochet, c'est la décroissance. Alors, Yves Cochet, il dit, il faut qu'on fasse briller les yeux des gens avec la décroissance. Il faut leur mettre la décroissance heureuse. Tout ça. Oui, allez demander aux chômeurs du coin la décroissance heureuse. Bon, mais il est là-dessus. Ils sont là, quoi. Et ça fait 2% des voix, mais ils ont tous les leviers. Jacques ? Oui, une question sur la prospective à très court terme. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer une espèce de pédagogie par l'expérience à venir, à partir par exemple de l'arrêt de Fessenheim ou des décisions qui vont être prises très vite? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'on pourra détecter au vu et au su de tous que ce n'est pas obligatoirement la bonne voie et qu'il faudra faire des recalages? C'est-à-dire que par rapport au projet d'arrêt que vous avez identifié jusqu'en 2025, ça paraît quand même, il y a peu de chances quand même pour qu'on le fasse effectivement avant de s'apercevoir que ce n'est pas obligatoirement la bonne direction. Enfin, est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'un certain nombre d'erreurs apparaissent très vite? La question, je crois qu'il faut réfléchir à ça. J'en parlais avec un de vos collègues tout à l'heure. Philippe Martin, le nouveau ministre de l'écologie, a dit récemment finalement, on ne mettra plus la liste des centrales à arrêter dans la loi, ce sera une loi cadre. Alors ça, c'est le piège terrible qui nous est tendu. Une loi cadre, ça va être une loi qui dira on vise en France qu'en 2025, il n'y ait plus que 50% de nucléaire.
Si vous faites une loi sur l'arrêt spécifique de Fessenheim, il faut donner les motifs dans une loi. Il y a un exposé des motifs. L'exposé des motifs, c'est quoi? C'est dire, elle n'est pas sûre. Attendez, alors il faut virer l'autorité de sûreté. Quand même un problème. Dire, elle nous coûte trop cher, c'est pas le problème du gouvernement, c'est le problème du conseil d'administration d'EDF, c'est celle qui coûte le moins cher. Donc voilà deux motifs qui tombent. Alors après, c'est le doigt mouillé, c'est n'importe quoi. Donc, du coup, ne pouvant plus exposer des motifs, ils vont enrober ça dans une loi cadre, et après, ils prendront les décrets. Et les décrets, il n'y a plus besoin d'exposer des motifs dans les décrets. Et le décret devient force de loi. Ils diront, en application de la loi cadre, on arrête Fessenheim. Et donc ça, c'est le piège qui nous est tendu. Oui, l'énergie hydraulique est loin d'être épuisée. Je pense à la force marémotrice, la régulation de l'écoulement des torrents, et qui nous ferait de notre côté, avec les dégâts qui sont causés et les digues à ne pas renforcer, des économies considérables. Alors, l'énergie hydraulique, bon, faut pas rêver parce que quand même, on a équipé tous les grands équipements possibles et imaginables en France. Maintenant, on est aussi contraint par la vertitude, c'est-à-dire qu'on nous demande, d'augmenter les débits réservés dans les rivières, c'est-à-dire ceux qui ne passent plus dans les turbines, donc on perd du productible, et il y a les lois dites de classement des rivières. Alors vous savez que les lois de classement des rivières, ce sont des lois qui disent telle et telle et telle rivière sont classées pour l'environnement. Et à partir du moment où on les classe pour l'environnement, on ne peut plus rien faire dessus. Or, si vous faites la superposition des rivières qui vont être classées et des rivières où il y avait encore la possibilité de faire des petits équipements, elles se superposent exactement. Donc, le productible hydraulique va baisser. Et il ne va pas augmenter. Bon, oui, moi c'est une question beaucoup plus générale. Bon, tout ça, c'est très, je comprends parfaitement, mais c'est valable pour l'Europe. Et la Chine et tout ça, qu'est-ce qu'ils en pensent de tout ça, de toute cette théorie? Alors, ce qu'il faut voir actuellement, dans le monde, en gros, 40% de l'électricité mondiale est faite avec du charbon. La Chine a un besoin d'électricité absolument énorme. Elle construit beaucoup de centrales thermiques, mais elle construit beaucoup de centrales nucléaires. Et elle construit en ce moment, par exemple, 2 EPR, de même type que ceux de Flamanville. Et ce qui est très réjouissant, c'est de voir que la courbe d'expérience fonctionne à fond. C'est-à-dire que ce qu'on a connu, nous, par le passé, à Fessenheim, Bugey, etc., autant l'EPR de Flamanville, celui de Finlande ont pris du retard, autant les 2 EPR de Taishan en Chine sont pile poil sur le planning et sur les coûts. Parce que vous savez, dans la construction d'un ouvrage, en gros, quand vous respectez le planning, vous respectez les coûts. Et les Chinois, là-dessus, et je peux vous dire, alors j'ai vu leur chantier, il n'y a pas très longtemps, parce que ils m'avaient consulté pour la formation de leurs gens. J'ai vu la construction de Lingao 1-2. J'ai rarement vu des chantiers aussi bien tenus. Même en France, on pouvait aller prendre des leçons. Les chantiers étaient remarquablement bien tenus. Donc, si vous voulez, les Chinois savent où ils vont. Les Japonais vont redémarrer leur nucléaire. Ils ne peuvent pas faire autrement, donc ils vont redémarrer les centrales qui sont le moins à risque, notamment de tsunami. Par exemple, celles qui sont sur la façade ouest du Japon. Le nucléaire, alors, le pays qui a beaucoup d'intérêt à faire du nucléaire, c'est l'Inde. Mais l'Inde est dans une situation économique actuellement qui est difficile, avec sa monnaie qui est dévaluée. Mais l'Inde, alors, elle a
elle est assise sur un matelas de thorium, et on pense que les premières grandes centrales thorium qui seront faites par les Indiens. Les Russes continuent. Non, je crois que le nucléaire dans le monde se développe, contrairement à ce qu'on pense, il se développe. Mais pour répondre à votre question, si vous lisez les journaux de l'énergie américains, chinois, etc., ils regardent l'Europe comme une singularité en disant mais pourquoi ils se tirent dans le pied et ils rigolent bien. Alors justement, c'est une bonne transition sur ce que je voulais justement ajouter. Moi, malgré tout ça, je reste assez optimiste. Je suis fermement persuadé que Fessenheim ne s'arrêtera jamais. Enfin, s'arrêtera, mais pas en 2016. Pour une raison bien simple. E.ON là, vient de finir une centrale de 800 MW au gaz qui va démonter et qui va remonter en Turquie. Et moi, je pense que ce qui va nous sauver, ça va tout simplement être l'hiver prochain ou l'hiver suivant. Moi, je suis absolument persuadé qu'il y aura un blackout en Europe. Mais c'est évident. Et là, je pense que les gens vont commencer à se réveiller. Parce que l'écolo qui ne pourra plus faire de guitare électrique, tu vois, il va commencer à se réveiller. Non, mais je suis d'accord avec toi. Je ne sais pas si tu as lu mon papier sur la question ne se pose plus de savoir si on en aura un, mais à quel moment il aura lieu. Mais j'en suis bien persuadé. Si on se retrouve avec un hiver... L'hiver 2012, on considère que c'est un hiver très froid, alors qu'on a eu quelques jours au mois de février, mais on a connu des hivers beaucoup plus froids que ça dans les années 85. Beaucoup plus froids que ça. Oui ? Oui, vous avez évoqué les raisons idéologiques de la transition énergétique, donc la décroissance, diminuer la production d'énergie et la consommation d'énergie. Mais je me demande si derrière cette transition énergétique, il n'y a pas d'autres motifs aussi, qui sont des motifs beaucoup plus prosaïques. Parce que si on regarde, développer les énergies renouvelables intermittentes, ça veut dire qu'il faut suppléer ces énergies intermittentes. Et on sait très bien qu'on ne peut les suppléer que par, le plus simple, c'est du gaz. Les écologistes, évidemment, poussent les énergies vertes, les énergies renouvelables, et comme conséquence, ça aura une augmentation de la consommation de gaz. Quand on regarde aussi ce qui concerne les gaz de schiste, il n'est pas question d'aller voir ce qui se passe au niveau des gaz de schiste. Parce que si on allait voir les gaz de schiste, on trouverait peut-être sous nos pieds une grosse réserve de gaz qui irait dans le sens de pouvoir faire pression sur le marché du gaz pour avoir des prix. Dernièrement en Allemagne, vous avez Greenpeace qui a sorti un énorme volume en disant le charbon, c'est une abomination. C'est une abomination. Mais ils n'ont jamais rien dit sur le gaz. Donc n'y a-t-il pas, dans cette transition énergétique, une intoxication généralisée pour nous faire consommer un peu plus de gaz qu'on achèterait dans des pays producteurs de gaz qui sont à l'est de chez nous, par exemple? Bon, alors, sans avoir aucune preuve, mais nous sommes nombreux à le penser. Vous savez que Greenpeace, c'est une énorme organisation avec des moyens financiers et humains conséquents. Et beaucoup pensent que Greenpeace est grandement financé par Gazprom. Bon, voilà, ça c'est un premier point, mais ça ne suffit pas. Aujourd'hui, c'est vrai que les producteurs d'électricité à base de cycle combiné gaz ont été des grands promoteurs de l'éolien, parce que le backup, comme on dit, le soutien, c'était le cycle combiné gaz. Manque de peau, le cycle combiné gaz, s'il tourne moins de 4000 heures par an, il n'y a plus qu'à le démonter et à le remettre à un endroit où il va tourner 5000 heures par an. Donc c'est ce que fait E.ON, c'est ce que aujourd'hui... Alors, aujourd'hui, que font les propriétaires de cycles combinés gaz? Ils demandent que l'Europe crée ce qu'on appelle un marché de capacité. Alors, un marché de capacité, c'est rien d'autre que dire, écoutez, nous sommes prêts à garder des capacités inexploitées, permanentes, de cycles combinés gaz, mais qui démarreront
Comme ça, le jour où le réseau en aura besoin. Mais il faut nous payer tous les frais fixes. Donc, résultat, la facture des... Ben oui, forcément, ça arrivera sur la facture. Donc, si vous regardez, il y a eu un article, il y a eu 8 ou 10 grands opérateurs électriciens qui ont planché devant le Parlement européen à Strasbourg hier ou avant-hier, et leur discours, ça a été « il faut créer un marché de capacité ». Or, c'est une tendance forte actuellement au niveau de l'Europe. Créer un soi-disant marché de capacité pour éviter, si on peut, le blackout. Mais ça voudra dire, créer un marché de capacité, ça veut dire, je paie, c'est l'assurance, je paie l'assurance, mais payer l'assurance, quelque part, il faudra que quelqu'un la paye. Et le quelqu'un qui la paiera, c'est le consommateur. Une dernière question. Alors, j'ai vu 2 mains. Merci. Donc c'est une question anecdotique. Tu as parlé que le bois représente 9 TEP, 8. Oui. Mais c'est quoi? C'est le bois qu'on brûle dans les cheminées? C'est quoi? C'est le bois énergie. Alors, c'est le bois... Alors, c'est compliqué. Il y a le bois qui est connu par le cycle commercial. Les pellets, les machins. Donc, celui qui fait l'objet d'une commercialisation et d'une comptabilité nationale, qui représente à peu près la moitié de ça. Donc, et puis le reste, c'est un forfait. On dit, tous les agriculteurs qui brûlent leur bois, qui consomment leur bois, ça représente à peu près 5 mégaTEP, quoi. Voilà. C'est un peu c'est le pif, quoi. Et dans les bilans mondiaux, c'est encore plus le pif, ce qui fait que suivant quels organismes on regarde, ils ne le comptent pas du tout, alors qu'on estime que ça pèse 11% au niveau du bilan mondial. Oui. Parce que dans les pays sous-développés, la part est bien sûr beaucoup plus importante. Mais dans certains bilans, comme on n'a pas de chiffre précis, ils l'occultent et ils disent, ils l'ignorent. Il y avait une question ici. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur la loi NOM? Sur la loi NOM. Fait partie des stupidités législatives. On est devant un truc, c'est l'ouverture du marché à la concurrence de l'électricité. C'est une directive donc, de 1996 que la France a traduit dans son droit français en février 2000. Mais régulièrement, comme la France est moins chère que ses voisins, les électriciens voisins disent l'électricité française est subventionnée, il n'y a pas moyen de vendre de l'électricité en France, il n'y a pas moyen de faire concurrence à EDF, donc il faut quelque chose. Alors ce que disait Marcel Boiteux, il dit la concurrence a été faite pour faire baisser les prix, mais en France, pour faire la concurrence, il faudra augmenter les prix. Bon, et alors le législateur, pour éviter les reproches de Bruxelles, n'a rien trouvé de mieux que de dire il faut que EDF rétrocède le quart de sa production électronucléaire d'origine, pas l'EPR, électronucléaire d'origine, à un prix qui va être le prix de cession de l'ARENH, accès régulé à l'énergie nucléaire historique. Et ce prix, il a été fixé après un débat ubuesque qui a été fait, un travail qui a été fait par la commission Champsor, à 42 € le mégawattheure. Et la Cour des comptes s'élève contre ce prix en disant mais le vrai prix de cession, c'est le prix que donne le calcul complet économique du kilowattheure, c'est 49,5. Il faut arrêter ces 42. Et le gouvernement ne le fait pas, parce que ça ferait en gros 8 € de plus pour le consommateur à payer. Mais la loi NOM est une loi, c'est une loi parapluie pour éviter un reproche de Bruxelles. Mais c'est idiot, c'est vraiment idiot. Combien de réserves il y a de réacteurs en construction dans le monde? Actuellement, si on fait le calcul entre les Chinois, les Russes, il doit y en avoir autour de 60.
Mais je n'ai pas le chiffre exact. Mais en gros, c'est à peu près ça, 60. Bon. Allez, la dernière sera pour monsieur, et puis on va clore. Oui, c'est le plus bavard qui parle encore. Je profite de votre présence pour vous poser une question que je me pose depuis très longtemps. Chaque fois que je vois une installation de production d'électricité, je vois des grandes cheminées avec beaucoup de vapeur d'eau qui sortent. Or, il fut un temps où on nous a un peu baratiné sur le fait qu'à partir de 20 degrés de différence de température entre une source chaude et une source froide, on pourrait faire du courant. Alors, à part chauffer la ferme des crocodiles ou la ville la plus proche, est-ce qu'il y a des gens qui réfléchissent à un meilleur moyen de récupérer cette énergie qui est renvoyée à la nature et qui représente quand même au moins 2 fois la production du parc électronucléaire français? Alors là, vous posez la question sans fin de l'utilisation des calories basse température. Pour l'instant, on n'a pas trouvé la solution miracle. Et on n'en a pas, quoi. Et les calories basse température... Voilà, c'est la thermo, et dès que c'est de basse température, ça coûte très très cher pour la reconcentrer, pour l'utiliser. Moi, j'ai planché sur un groupe de travail avec le haut-commissaire énergie atomique il y a quelques années là-dessus. Beaucoup de chercheurs du CEA avaient réfléchi à toutes sortes de solutions. Et honnêtement, il n'y a pas grand-chose de très neuf qui a débouché. Les usages seront plutôt effectivement du type agricole, mais ça reste très limité. Effectivement, la biomasse est ce qui utilise le mieux la chaleur. Mais le seul truc, c'est faire un soutirage pour alimenter un réseau de chaleur. Oui. Voilà. Alors, mais le problème, c'est qu'il faut que la centrale soit près d'une... Voilà. On avait beaucoup travaillé là-dessus dans le passé, puis avec la volonté de sortir tout le nucléaire des grandes villes, notamment à Grenoble, il y avait une centrale TEMOS qui était prévue, mais toutes ces choses-là ont été arrêtées parce que justement on voulait sortir les centrales des grandes villes et que le transport des calories, ça consomme énormément, ça a énormément de pertes. Bon, je crois qu'on peut applaudir encore Monsieur Flugère. Donc, alors, vous avez le PowerPoint. Hein, je le mettrai, il sera sur le site, comme chaque fois, du Visiatome. Vous aurez la conférence. Voilà, donc prochaine soirée, le 27, c'est la nuit du chercheur. Puis le 9 octobre avec Étienne Klein.